auditeurs de la radio Top Congo FM émettant sur 88.4. Merci de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner. Nous vous retrouvons bien sûr, c'est pour cette tranche spéciale, une émission spéciale, une enfance sans violence, c'est possible, c'est pratiquement le thème de la conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons présentement ici à Kinshasa, à l'hôtel Hilton, pour parler bien sûr de cette problématique combien importante. La conférence qui se tient ce jeudi 24 octobre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle est organisée sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, en partenariat bien sûr avec l'UNICEF. Il faut noter déjà d'entrée de jeu que c'est une conférence qui constitue une avancée majeure dans la lutte contre la violence envers les enfants en République démocratique du Congo. Elle réunit 8 ministères clés ainsi que des acteurs de la société civile. Surtout, elle intègre activement les enfants et les jeunes filles principales concernées dans l'élaboration d'une stratégie nationale pour éradiquer la violence à leur égard en République démocratique du Congo. Je vous signale déjà qu'il y aura 2 volets pour cette émission. Pour le premier volet, 2 invités avec moi sur ce plateau spécial. D'abord, à ma droite, Madame Ramatou Touré. Madame Ramatou Touré, vous êtes chef de section de protection de l'enfant à l'UNICEF en République démocratique du Congo. Je vous dis bonjour. Bonjour. Alors, à ma gauche, un autre invité, lui s'appelle Hervé Landou Mayamba Nzama. J'espère que je n'ai pas massacré le nom. Monsieur Hervé, vous êtes bien sûr conseiller en charge de l'enfant au ministère du genre, famille et enfants. Avec vous, nous allons parler de cette problématique combien importante, l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo. Je vais commencer avec vous, Madame Ramatou Touré. D'abord, quand je vois les affiches, la première chose qui frappe à l'œil, c'est Toyokana. Pourquoi Toyokana? Merci beaucoup. Pourquoi Toyokana? Parce qu'en fait, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, après 2 ans, le gouvernement de la RDC a organisé en partenariat avec l'UNICEF un forum des filles où le motto était les filles avec 100 filles de la RDC venues de tous coins de la RDC et 12 pays d'Afrique. Et le motto était de dire « Je suis venue pour me faire entendre ». Donc Toyokana, pour dire « Entendons-nous », donc en lingala, du lingala que je connais, c'est la réponse en fait à la demande des filles qui voulaient être entendues. Et il y a un sujet sur lequel elles voulaient être entendues, c'était la question des violences à l'égard des enfants et notamment des violences sexuelles contre les filles. Donc le fait d'avoir cette conférence organisée donc aujourd'hui, encore une fois, sous les auspices de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, permet de montrer la réponse qui est donnée au pays à ces jeunes filles qui avaient demandé d'être entendues. Donc aujourd'hui, on les entend. Une société sans violence contre les enfants, c'est bien possible. Pourquoi ce thème? Si, c'est vraiment possible. C'est pour montrer, en fait, que la violence contre les enfants, c'est possible de l'éliminer. Ce n'est pas quelque chose qui est une fatalité. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants, généralement, sont victimes donc, de violences dans des milieux qu'ils connaissent, par des personnes qu'ils connaissent. Donc, si nous arrivons à travailler sur la prévention, si nous arrivons à travailler sur la réponse aussi, nous pourrons avoir une enfance, et chaque enfant en RDC pourra avoir une enfance sans violence. Et c'est ce que l'on souhaite à tous lorsque l'on connaît les conséquences dramatiques de la violence pour le développement des enfants. Quand vous êtes malade et que vous vous rendez à l'hôpital, il y a un souci. La première des choses, c'est d'abord le diagnostic. Il faut déterminer d'abord la nature du problème avant de le résoudre. Est-ce qu'il y a des études déjà menées en République démocratique du Congo sur cette problématique et qu'est-ce qu'il en ressort exactement? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Il existe des études, il y a des études de population qui ont estimé
que à peu près plus de la majorité des enfants en RDC ont subi une forme de violence ou une autre. Ces études sont des études qui sont coûteuses, sont des études qui malheureusement n'ont pas lieu tous les ans. C'est à peu près tous les 5 ans, tous les 6 ans. Et c'est vrai qu'il y a un besoin d'avoir plus d'études, d'avoir plus de détails sur cette violence. Ce que l'on sait, c'est que, comme je vous l'ai dit, la majorité des enfants ont été victimes d'une forme de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sexuelle. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'une grande partie des enfants, en tout cas ceux qui ont été victimes de violences sexuelles, sont principalement des filles, à plus de 90%. Ce que l'on sait aussi, c'est que même les chiffres que nous avons, toutes les études qu'on va donner, on sait que ces chiffres sont sous-rapportés. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants, même lorsqu'on fait donc des études, n'ont pas le courage ou ne disent pas ce qui s'est passé. Donc les chiffres que vous verrez, il faut généralement les multiplier. Parce qu'il y a une partie qui est la partie sous l'iceberg qu'on ne voit pas. Les chiffres ne sont que la partie immergée de l'iceberg. On va revenir à vous, sûrement pour en parler. Je disais que cette émission a 2 volets. Le premier volet, c'est avec les 2 invités qui sont avec nous sur ces plateaux spéciaux. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous sommes ici dans une émission spéciale à l'hôtel Hilton Kinshasa, dans le cadre de cette émission sur l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo, dans le cadre d'une conférence bien sûr organisée sous l'égide de la Première ministre Judith Suminwa en partenariat avec l'UNICEF. J'ai commencé par présenter mes invités, je ne me suis pas présenté moi-même, je suis Dominique Dinanga. Voilà, nous allons poursuivre cette émission. Cette fois-ci, je vais me retourner à ma gauche. Monsieur Hervé Landou, pourquoi l'attention donc accordée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à cette problématique de l'élimination de la violence contre les enfants en RDC? Oui, mais je vous répondrai simplement par le fait que cette attention porte sur les enfants, particulièrement sur les filles, parce que l'avenir du Congo de demain, ce sont nos enfants, ce sont nos filles. Et il faudrait absolument créer un environnement sain, sécurisé justement, pour que nos enfants contribuent au devenir de ce pays, à l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, on s'inscrit dans l'optique d'un Congo émergent en 2030, d'un Congo pays développé en 2050. Ça ne pourra pas se faire sans les enfants. Et il est important justement d'éliminer toutes ces violences qui éradiquent, qui empêchent justement nos enfants d'exprimer tout leur potentiel et de pouvoir justement représenter quelque chose dans notre société. Est-ce que sûrement au niveau du ministère du genre, famille et enfants, où vous êtes conseiller en matière de l'enfant, il y a une politique exacte donc, pour mettre fin à ces fléaux? Aujourd'hui, il y a des stratégies qui ont été mises en place, notamment la stratégie nationale des violences basées sur le genre. Il y a une politique, il y a un plan d'action national sur les mariages précoces. Donc il y a différentes politiques qui sont mises en place. Il y a également, aujourd'hui nous sommes en train d'envisager, c'est déjà quelque chose qui est sur la table, la politique nationale de l'enfant qui va vraiment mettre le cadre, définir le cadre justement de l'action politique par rapport aux enfants. Parce que là, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'élimination des violences contre les enfants et on met souvent l'accent sur les violences sexuelles, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que ces violences-là. Il y a différentes sortes de violences, il y a les violences économiques, il y a les violences psychologiques, les violences physiques. Donc tout ce package doit être bien orienté à travers cette politique nationale de l'enfant qui sûrement nous permettra justement de pouvoir non seulement éradiquer ces violences, mais surtout de baliser le chemin pour une société sans violence, une société dans laquelle nos enfants vont s'exprimer clairement. Et quels sont les mécanismes mis en place au niveau du gouvernement, sûrement pour mettre fin à ces violences? Il y a, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a différents mécanismes. Par exemple, au niveau des affaires sociales, même si je suis le ministère du genre, mais au niveau des affaires sociales, par exemple, il y a ce qu'on appelle les espaces sûrs, qui permettent justement aux survivantes, aux personnes victimes des violences sexuelles, de pouvoir se retrouver dans un cadre, ce cadre dans lequel ils peuvent non seulement dénoncer, mais être pris en charge vis-à-vis de ceux qu'ils ont vécu, de ceux qu'ils ont connus, et surtout pour leur permettre à terme d'être autonomisés, parce qu'il est important non seulement de les prendre en charge, mais de leur permettre de devenir des personnes demain. Et cela passe par l'autonomisation des filles qui viennent
justement non seulement dénoncer, mais également viennent être prises en charge. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer et d'être prises en charge, mais il faut justement leur offrir des perspectives pour qu'elles comprennent que certes elles ont été victimes, mais demain elles peuvent non seulement être autonomes, pouvoir vaquer à leurs fonctions, servir à l'État, mais surtout aider les jeunes filles qui viendront après elles, justement, pour les orienter, pour que demain, on puisse mettre fin à ces violences sexuelles. Merci beaucoup. Je vais encore une fois revenir vers vous. Je vais me retourner encore du côté de Madame Amadou Touré. Vous êtes sur le terrain. Cette conférence tombe au moment où l'Est de la République démocratique du Congo est confronté à une guerre d'agression imposée par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Et on dit généralement que ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes de cette guerre. Un mot par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC, surtout la situation des enfants dans cette région. Merci. En effet, lorsqu'on regarde la situation de l'est de la RDC et lorsqu'on regarde la situation des femmes et des enfants qui s'y trouvent, on ne peut que déplorer ce qui s'y passe. On ne peut que déplorer l'ampleur des violences auxquelles sont confrontés chaque jour les jeunes filles, les jeunes garçons, les hommes et les femmes. Vous savez, dans tout ce que l'on dit, les questions donc, de violence sont universelles. C'est-à-dire dans tous les pays du monde, en fait, les enfants sont victimes de violences. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il y a un conflit armé, on sait que les situations de violence sont exacerbées. Et généralement, lorsqu'il y a un conflit armé, ce sont les personnes que l'on appelle souvent les plus vulnérables, à tort sur certains points, mais ce sont celles qui, en fait, en payent le prix. Donc, ce qui se passe dans une situation de conflit armé, c'est que, en fait, ce sont les femmes et les enfants qui deviennent les premières victimes de ces violences. Les violences sont présentes sur toute l'étendue du territoire de la RDC, mais dans les situations terribles donc de conflit, on peut dire que vraiment la situation est encore plus terrible. Donc, nous ne pouvons que exprimer et demander que les violences à l'égard de toute la population, mais spécifiquement des enfants et des femmes, s'arrêtent. Car un enfant n'a jamais choisi la guerre. Un enfant n'a jamais saisi la guerre, n'a jamais choisi la guerre, on le retient bien. Mais qu'est-ce que fait concrètement l'UNICEF dans le cadre de cette lutte ? L'UNICEF travaille donc aux côtés du gouvernement pour pouvoir apporter une réponse immédiate aux millions d'enfants qui sont déplacés dans les provinces de l'Est de la RDC ou bien qui sont affectés par les conflits armés. Ce que l'on fait d'une manière très simple, c'est on accompagne donc les structures gouvernementales, on travaille aussi avec des partenaires de la société civile pour pouvoir apporter du réconfort, pour pouvoir apporter surtout un appui psychosocial, pour pouvoir apporter une prise en charge médicale aux enfants qui sont victimes de violences, que ce soit dans leur communauté, que ce soit dans les sites de déplacés, dans les camps de déplacés, de manière à ce que le poids de cette violence, le poids de cette situation soit non définitif pour eux et que cette période de leur vie ne les marque pas. On entend souvent que les enfants sont traumatisés par la violence. C'est vrai, mais ce que l'on sait aussi, c'est que les enfants, comme les femmes, comme les hommes, ont une résilience. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement pour que cette période, je dirais, dramatique dans la vie d'un enfant ne définisse pas sa vie. Que ça ne reste qu'une période et qu'on puisse amoindrir les maux auxquels ils sont confrontés et encore une fois, qu'ils n'ont pas choisi. Est-ce qu'il y a des obstacles dans cette lutte ? Évidemment, il y a beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, déjà, comme on l'a dit, c'est qu'il faut avoir accès. Déjà, il faut avoir accès aux endroits où se trouvent les enfants, aux endroits où se trouvent les enfants les plus vulnérables. Il y a aussi des défis en termes de prise en charge, parce que nous parlons de millions d'enfants. Si on considère notamment les populations des déplacés, millions d'enfants, il y a aussi des défis pour nous tous en termes de collaboration, en termes de mise à disposition donc des services. Il y a des défis, mais il y a aussi beaucoup d'actions. Et c'est un peu le but de cette conférence. Donc aujourd'hui, c'est pour montrer que lorsqu'on est tous ensemble, que ce soit le gouvernement, les partenaires techniques donc et financiers, les Nations Unies, le secteur privé qui est représenté ici, que ce soit aussi le monde de la culture et les jeunes filles et les femmes ensemble, lorsqu'on est ensemble, on peut toujours
faire quelque chose et on fera toujours plus que si on est chacun de notre côté. C'est le but de cette conférence. Et quelles sont les grandes attentes donc, de la conférence? Qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement? Concrètement, ce qu'on attend, c'est que l'on puisse avoir des engagements concrets et fermes pour voir comment est-ce que l'on peut continuer à travailler ensemble ou renforcer notre partenariat pour lutter et pour prévenir la violence contre les enfants. Vous savez sûrement qu'il existe et qu'il y aura dans quelques semaines une première conférence ministérielle mondiale où plus de 190 États seront réunis dans le monde entier pour justement plancher et identifier quelles sont les solutions concrètes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir mettre fin à la violence contre les enfants qui, comme on l'a rappelé, est un fléau mondial. Nous serons à Bogota aux côtés du gouvernement de la RDC qui va aussi aller pour voir, mais aussi pour contribuer et donner aussi leur expérience. Comme M. Hervé l'a dit, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de lois qui existent ici et de mécanismes gouvernementaux qui ont permis et qui permettent aux enfants d'être pris en charge lorsqu'ils sont victimes donc, de violences. La conférence mondiale de Bogota crée un momentum global. Le monde entier actuellement est en train de réfléchir sur comment pouvons-nous faire plus, parce qu'on peut toujours faire plus. On fait quelque chose, mais comment pouvons-nous faire plus pour pouvoir répondre à cette question de la violence contre les enfants? Merci bien. Alors, je vais me retourner encore une fois à M. Hervé Landou. Quelles sont les grandes attentes du gouvernement congolais dans le cadre de cette conférence qui a lieu, bien sûr, parce que les causes, on les a énumérées, elles sont des différentes natures, elles sont d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, ainsi de suite. Est-ce que l'arsenal juridique congolais vous permet aujourd'hui d'appuyer cette lutte? Je répondrai par oui, dans la mesure où il y a une chose qui est assez méconnue quand même dans notre pays, c'est que le problème n'est pas en termes de loi, parce que les lois, il y en a. Il y a un grand nombre de lois, je vous ai cité certaines d'entre elles. Je crois que le combat et les attentes, c'est surtout de faire en sorte que ces lois soient déjà appliquées, qu'on les applique et le gouvernement va s'y atteler. Mais c'est également, les attentes, c'est surtout de mettre en évidence ce que nous faisons. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement entreprend et fait. Et je crois que dans le cadre de la conférence ministérielle de Bogota, ce sera l'occasion justement de montrer aux yeux du monde ce que la RDC a déjà accompli en termes justement de lutte contre les violences. Parce que souvent on présente toujours la RDC comme étant la capitale ou le pays des viols, ainsi de suite, mais on ne met pas en évidence toute l'action gouvernementale qui est entreprise justement pour éradiquer toutes ces violences-là. Et donc je crois que ce sera l'occasion, à travers cette conférence, mais surtout la conférence de Bogota, de mettre en avant ce que le gouvernement congolais entreprend. Et je tiens à vous préciser qu'il y a vraiment des actions qui sont entreprises et qui permettent tant soit peu. C'est vrai qu'il y a encore des efforts qui doivent être faits, il y a des engagements qui vont être de nouveau pris, mais sincèrement, il est important aussi que nous mettons en évidence ce que le gouvernement congolais a eu à accomplir. À part l'UNICEF, est-ce que vous avez d'autres partenaires qui vous appuient dans cette lutte? Mais dans la lutte, il y a déjà l'UNICEF, mais il y a d'autres structures. Il y a par exemple ONU-SIDA, ONU-Femmes qui sont avec nous, il y a World Vision qui également nous accompagne. Donc il y a beaucoup de partenaires, ainsi de suite. Mais surtout, il y a la société civile, il y a les organisations de la société civile qui sont toujours et qui nous alertent. Vous savez, il y a eu beaucoup de cas, par exemple le dernier procès avec le pasteur, ainsi de suite. Donc, vous avez des acteurs de la société civile qui nous alertent, qui interpellent et qui appellent le gouvernement justement à jouer pleinement ce rôle. Et le gouvernement jouera pleinement ce rôle-là. Comme le disait Madame Amadou Touré, parmi quand même le remède, il y a aussi la prévention. Oui. Il y a aussi la prévention. Est-ce que la sensibilisation est suffisamment faite sur le terrain? Je crois que sur ce terrain-là, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut entreprendre. Et je crois, par exemple, dans le cas du ministère du genre, famille, enfants, nous on insiste, et la ministre du genre insiste sur un aspect qui est très important, c'est restaurer la famille. Je crois qu'en restaurant la famille, on pourra régler ces questions-là. Parce que nos enfants, ils viennent d'une famille. Ils apprennent les violences dans la famille. Ils apprennent beaucoup de choses à travers la famille parce que les violences s'expriment justement dans nos familles.
par exemple, la jeune fille qui doit faire la cuisine alors que le garçon, lui, peut aller étudier. Ce sont des violences qui s'expriment justement au sein de la famille. Et les petites filles qu'on voit dans la rue en train de quémander, on peut parler d'une forme de violence aussi. Si, mais évidemment, mais c'est pour ça qu'on dit en restaurant la famille, parce que je tiens à donner juste un petit exemple. Aujourd'hui, on mentionne l'aspect de la pauvreté, ainsi de suite, qui a créé toutes ces conditions-là. Mais n'oublions pas que dans nos familles, dans le temps, il y avait des familles qui étaient aussi pauvres, mais qui n'envoyaient pas forcément leurs enfants dans les rues. Donc ça veut dire qu'en restaurant la famille, on peut justement créer ce cadre-là, ce cadre propice qui permet justement à apprendre à l'enfant, par exemple. Aujourd'hui, le président de la République est chantre de la masculinité positive, mais c'est au sein de la famille justement qu'on peut développer justement cet aspect de masculinité positive pour que le garçon prenne conscience, mais qu'également la fille prenne conscience, parce qu'on a souvent tendance de mettre en exergue les violences à l'endroit des filles, mais on oublie aussi que les garçons sont victimes de violences. Et donc c'est toutes ces violences-là qu'on doit, et la famille est là justement pour créer ce cadre, pour permettre à ceux qu'on puisse éliminer justement ces violences. Merci bien, Madame Amadou Touré. Ça sera la chute. On aimerait bien continuer parce que la matière est vraiment abondante, mais le temps n'est pas notre ami. Aujourd'hui, vous êtes dans la lutte. L'objectif, c'est d'éliminer complètement toute forme de violence contre les enfants en République démocratique du Congo. Mais quels sont les principaux défis? Ça sera votre dernier mot. Les principaux défis que nous avons pour éliminer toute forme de violence, le premier défi, je pense qu'il faut que l'on y croit. Je pense que le plus principal des défis, c'est d'imaginer déjà une enfance où il n'y a pas de violence. On entend souvent, et surtout dans nos sociétés, que la violence pour les enfants, elle est inéluctable. Ce n'est pas vrai. Le principal défi, c'est que nous puissions tous avoir, je dirais, ce changement de mentalité, de nous dire que nous avons tous un rôle à jouer pour éliminer cette violence. Pour moi, c'est le principal défi. Parce que lorsqu'on commence par ici, lorsqu'on commence chacun d'entre nous, dans nos communautés, dans nos familles, et lorsque l'on remonte, alors si on s'y met tous et si on arrive à dénoncer ce que l'on voit, et si on arrive à prendre action lorsque les dénonciations sont faites, alors la violence, de manière naturelle, diminuera, réduira, jusqu'à ne plus exister pour les enfants. Merci bien, mesdames et messieurs, aimables auditeurs des Top Congo FM, partout, vous nous suivez sur 88.4 ou sur YouTube. Nous voilà arrivés à la fin de ces premiers volets de cette émission spéciale. Je vous rappelle que nous la présentons depuis Hilton Hotel à Kinshasa. C'est dans le cadre de la conférence consacrée à l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo. On fait un anniversaire à 15 ans. Donc, on fait un voisin, rafiki, famille, papa, maman, rafiki. Donc, tukicheza sana muziki. Cette fois-ci, anniversaire à 17 ans, itakuwa ya bien. Nakumbuka ngisi tulikuwa kule mpori, mtu akukua fetakana, mtu akukua kumkata ka anniversaire yake siku gani. Robe ya bien. Unajua niko tafuta tena anniversaire. Mtu anazivalia kwa kiatu yake. Auzi valia hata ka ceinture. Nilifanya ma recherche za mingi juu nipate robe ndavalaka ku TikTok. Hapo nilipata hii. Ni robe sasa itakuwa ya orange. Ni ngapi? $10. Ula de. Yanipunguzia na nasi hata kuinvite. Hapana, iko maana na mimi pale ni kado yangu ya anniversaire. Kado. Unatapitisha ndani kado. Mais ya 17 itakuwa ya bien. T'invite barafiki, bapara, maro na kutakuwa gâteau, Julie akianza kukuata gâteau. T'invite barafiki, t'invite aussi Madame Rebecca à fêter kwa anniversaire yangu. Takuwa na kukunya aussi. Na kichwa ni mavaji. Na ndatafuta aussi matanichanua. Juu mimi peke siwezi chanua.
Société saine, une société sans violence contre les enfants. Comme vous pouvez le constater, j'ai un deuxième groupe avec moi dans ces plateaux. Je vais d'abord prendre celle qui est à mon extrême droite. Vous vous présentez. Bonjour à tous, je suis Nabine Tonkouba Esther, je suis activiste des droits des femmes et rédactrice du magazine Mouké, un magazine féminin qui prône le parcours des femmes congolaises et leur résilience. Merci, je vais passer à celle qui est aussi à ma droite. Bonjour, je suis Merveille Lola, je suis coordonnatrice nationale de l'ONG Amour Plus, une organisation qui lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles, avec un focus sur le mariage d'enfants et l'autonomisation des filles au Kasaï central. Ok, et madame à ma gauche. Je suis Ketia Passou-Onema, je suis activiste climat, ambassadrice climat et défenseur de la jeunesse UNICEF RDC, mais je suis aussi fondatrice d'une association qui travaille dans la lutte contre le dérèglement climatique et l'engagement citoyen qui s'appelle l'association FANIA. Alors, on continue avec vous. Parlez-nous un peu brièvement de votre expérience dans cette lutte. Une enfance sans violence, c'est possible. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience personnelle ? Oui, eh bien, moi j'ai une histoire d'engagement assez particulière parce que j'ai commencé à un âge qui était très jeune. J'ai commencé mon engagement quand j'avais 12 ans, aux côtés d'UNICEF. Et mon engagement était en tant qu'enfant reporter. Le but, c'était d'être formé sur les droits de l'enfant, les techniques de plaidoyer et de parler de toutes les violations que subissaient les enfants dans leur quotidien, d'écrire des plaidoyers, des articles et de rencontrer les autorités. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait de mes 12 ans à aujourd'hui. Ça fait 8 ans. Et dans mon parcours d'engagement, j'ai eu un accès au début, un focus sur toutes les questions qui étaient liées aux droits de l'enfant. Ça veut dire que je travaillais sur les questions d'éducation et d'éducation de la jeune fille en particulier. Je travaillais sur les questions de réinsertion des enfants sortant des troupes armées, l'accès à l'eau potable, l'accès à des mesures sanitaires justes et équitables, par exemple. Mais j'ai toujours décidé de faire le focus entre toutes les violences que subissaient les enfants en général et celles que subissent les jeunes filles en particulier. Parce que durant tout mon parcours d'engagement, on s'est tous rendu compte, les statistiques le prouvent, que la jeune fille est un acteur marginalisé par la communauté, et ça depuis des années et des années. Et donc, dans tout le parcours de mon engagement, c'était focus sur la jeune fille, mais aussi sur toutes les autres questions liées aux droits de l'enfant, à la promotion des droits de l'enfant, et notamment liées aux violences que subissaient les jeunes filles en particulier. Que ce soit des violences physiques, psychologiques, dans les écoles, dans la communauté, c'est vraiment l'essentiel de mon travail. Alors madame, je reviens à vous. Vous nous parlez également de votre expérience dans cette lutte. Quelles sont les différentes formes de violence auxquelles vous avez fait face ou bien auxquelles vous avez engagé cette lutte ? Alors moi, ça va faire pratiquement 3 ans que je suis dans la lutte contre les violences envers les femmes. Mais tout est parti d'une histoire assez triste. En 2022, nous sommes au Kasaï. Une fille de 16 ans est retrouvée morte dans la maison. Elle s'est pendue parce que ses parents l'ont envoyée de force en mariage. Cette histoire a vraiment attiré mon sens d'humanisme et je me suis dit que je devais m'engager dans la lutte contre le mariage d'enfants. Parce qu'entre-temps, il y a plusieurs autres filles qui se retrouvent dans la même situation que celle qui s'est pendue, mais qui pleurent en silence. Et dont leur voix n'est pas entendue. Elles ont peur de représailles. Et moi, je me suis dit, je veux être à la voix des sans-voix. On est en 2023, en février. J'ai initié une marche d'indignation contre le mariage d'enfants au Kasaï central. Et au Kasaï, cette marche a vraiment attiré l'attention des autorités. Et aujourd'hui, au travers de mon ONG Amour Plus, nous sommes en train de mettre en œuvre un programme pour les filles, un programme de lutte contre le mariage d'enfants, grâce auquel nous avons mis en place des espaces pour des filles, des espaces Toyokana qui est même le grand titre de ce programme et de cette conférence avec UNICEF aujourd'hui. Ce sont des espaces de rencontres, d'échanges pour les filles. Donc mon engagement pour les mariages d'enfants est parti de cette histoire. Et aujourd'hui, je suis très engagée dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles, mais avec un focus sur les mariages d'enfants, parce que les enfants sont des êtres vulnérables et des êtres qui ont besoin d'être protégés.
Aujourd'hui, on voudrait tous qu'il y ait une enfance sans violence parce que des enfants méritent d'être encadrés. Ils méritent aussi d'avoir l'opportunité de développer leur plein potentiel parce que chaque fille naît avec un potentiel illimité pour apprendre, pour s'épanouir, mais aussi pour changer les mondes. Vous parlez de mariage précoce, mais je pense qu'il faut s'attaquer d'abord aux causes de ces mariages précoces. Est-ce que vous avez essayé de voir pourquoi ces filles se marient précocement? Quels sont les facteurs? Alors, les causes sont multiples, mais moi, j'aimerais plutôt m'atteler sur les contextes du Kasaï. Les normes sociales, les traditions pèsent encore sur les filles. Jusqu'aujourd'hui, on est en pleine ville, à Kananga ou encore à Chikapa, mais il y a des parents qui continuent de penser que l'éducation des garçons est plus importante que des filles. Et donc, il y a des parents, du coup, qui préfèrent envoyer les garçons à l'école. Et par contre, les filles, on les envoie en mariage. Ça, c'est l'une des causes, c'est que la discrimination entre filles et garçons continue de peser sur les filles. Et au-delà de ça, on a également des traditions comme les sororats, les léviras, l'histoire de la fille dont j'ai parlé. En fait, cette fille, elle a été forcée d'épouser le mari de sa défunte sœur parce que sa sœur est décédée. Et selon la tradition, quand la grande sœur décède, c'est la petite sœur qui doit reprendre, donc qui doit regagner son foyer et être mariée à son homme. Vous voyez, donc il y a tout ça, il y a la discrimination, il y a les traditions, surtout les coutumes, les normes socio-culturelles qui pèsent encore sur les filles. On continue de penser que les garçons sont plus importants que les filles et que les filles, c'est juste, on les envoie en mariage. Parce que finalement, il y a même certains parents qui disent, finalement, la fille sera épousée. Donc, c'est nous qui allons perdre quand... En investissant elle, c'est nous qui perdons parce qu'elle va appartenir à une autre famille. Ce qui nécessite sûrement un changement de mentalité. Exactement, et nous y travaillons. Vous êtes soutenu dans cette lutte, est-ce que vous vous sentez appuyé? C'est vrai que c'est une lutte assez difficile parce qu'on rencontre énormément de défis. Mais en tant que fille, je me bats, je suis engagée dans cette lutte parce que je me dis ça aurait pu être moi à leur place. Simplement que moi, j'ai eu un peu plus de grâce. J'ai eu un peu plus de grâce de naître dans une famille où les parents comprennent que notre fille a le droit d'être éduquée, d'être instruite. Mais ça aurait pu être moi à leur place. Je me dis, je me bats aux côtés d'elles pour que leur dignité soit rétablie, mais que leurs droits également soient rétablis. C'est vrai que c'est une lutte pas facile, comme j'étais en train de le dire, mais on peut compter sur les soutiens des uns et des autres. Par exemple, le projet dont je parlais tout à l'heure, il a été appuyé par l'UNICEF au Kasaï central. Et c'est un grand programme qu'on compte étendre également dans d'autres provinces parce que c'est un engagement qu'on a pris et on va y aller jusqu'au bout. Alors, Madame Esther Nabintou, je reviens à vous. Vous nous parlez également de votre expérience dans le cadre de cette lutte contre les violences faites aux enfants en République démocratique du Congo, mais aussi les principaux défis. Alors, je suis, comme je l'ai dit, activiste et je suis de la ville de Goma, une ville, comme on le sait, subit un impact profond de l'insécurité et de la guerre perpétuée pendant des années dans notre pays. Allez-y. Exactement. Et pour moi, cette lutte me tient à cœur parce que j'ai été témoin de comment est-ce que les enfants peuvent être acteurs des changements, mais encore combien est-ce qu'on peut utiliser les enfants pour briser tout un pays, pour briser tout un système. Et j'ai compris qu'en fait, les premières personnes qui sont en contact souvent avec les enfants, c'est leur mère. Ce qui fait, c'est que je travaille avec elles, je travaille avec les femmes pour qu'elles soient suffisamment instruites pour protéger leurs enfants, pour qu'elles soient suffisamment outillées d'informations nécessaires pour prévenir toutes sortes de violences contre les enfants. Parce qu'à la seconde où une femme sait reconnaître une violence contre elle-même et contre son enfant, l'enfant a moins de risques d'être victime. Et donc, je travaille maintenant depuis 4 ans avec les femmes, généralement des femmes vulnérables, que ce soit des femmes déplacées ou des femmes qui vivent dans des milieux ruraux comme Mugunga, Kanyaruchinya et Ndosho. C'est des zones dites à risque et c'est là que je vais travailler avec elles. Ces femmes-là, dans la plupart du temps, voient leur dignité se faire voler au travers un viol ou un abus.
Et mon travail à moi, il consiste en fait à raconter les histoires de ces femmes-là. Et c'est un processus. Est-ce que vous parvenez à accéder à elles facilement? C'est une zone à haut risque, Exactement. On le sait. Et comment vous parvenez donc à y arriver? C'est un grand défi parce que je pars du principe qu'en fait, je me rapproche de la violence pour pouvoir la contrer. C'est des zones où la violence est évidente. C'est des zones, comme je l'ai dit, à haut risque. Et moi, mon travail, il consiste à y aller. C'est vrai que c'est un grand défi dans ma lutte. Quand je me rappelle récemment, on était en train de mener une campagne de sensibilisation sur l'éducation des jeunes filles en milieu rural. C'était à Kanyaruchinya, dans les territoires de Nyiragongo. Et c'est vraiment une zone qui est connue pour son instabilité sécuritaire. Et donc, je suis allée avec mes collègues, on a mené une campagne et idéalement, à la fin de la campagne, on a distribué du matériel scolaire à des jeunes filles de cette zone-là pour pouvoir les encourager également, encourager leurs parents, continuer à leur donner accès à l'éducation. Et on était là-bas, malheureusement, au cours de notre campagne, il y a eu un enfant qui est mort. Qui a été fusillé. Et après, il y a eu une manifestation terrible de la population. Pendant toute la journée, mes collègues et moi, on est restés là-bas parce qu'on ne pouvait pas rentrer. L'école dans laquelle on travaillait a été vandalisée et on a été pris au piège. C'est-à-dire que c'est un grand risque que je prends personnellement et que toutes les activistes prennent, surtout quand on est des femmes. On va dans des zones réputées pour être... on va dans des zones réputées où les viols est réputé et nous-mêmes, on prend le risque de nous faire violer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quitter le terrain seul et ne pas me sentir en sécurité ou me sentir visée par la population parce que quand tu n'es pas de cette zone-là, ça se voit tout de suite. Et heureusement pour moi, je sais que cette lutte que je suis en train de mener, cette lutte que bien des filles aujourd'hui qui sont présentes à cette conférence sont en train de mener est noble. Et même si le changement ne se fera pas immédiatement, je sais qu'investir dans la jeune fille, dans les femmes congolaises, est une des façons évidentes et idéales de lutter contre les violences que subissent les enfants. Merci bien. Je vais revenir à Madame Onema Ketia. Voilà. Vous pensez que cette conférence soit quand même un cadre idéal dans le cadre d'une réponse adéquate à cette problématique de l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo et quel est votre rapport sûrement? Vous savez, le changement est un processus et comme tous les processus, il va falloir franchir des étapes et briser des limites, avancer, revoir ce qui a été fait dans le passé, proposer des choses nouvelles pour apporter quelque chose de concret, de réel, prendre des vrais engagements. Et c'est le but d'une conférence comme celle-ci. Mais vous savez, c'est toujours important d'avoir ce cadre participatif, ce cadre ouvert dans lequel on va tous réfléchir sur les thématiques données et essayer de définir des pistes de solutions et en suivre l'évolution plus tard. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être dans des conférences comme celle-ci, mais c'est aussi important pour nous afin de nous connecter à ce qui se passe réellement, à ce qui a été déjà fait, au combat de mes sœurs, par exemple, qui comme moi se battent depuis des années, et bénéficier de l'expérience de toutes les personnes autour de nos réseautés pour essayer de savoir qu'est-ce que chacun à son niveau apporte comme pierre à l'édifice. En même temps, moi, ma présence ici, c'est un devoir. Vous savez, moi, la question de la jeune fille, au départ, je ne savais pas si je devais en parler ou pas. Parce que moi, je travaille sur les questions climatiques et environnementales. Et c'est vrai que la justice climatique devient un problème de justice sociale, bien évidemment. Et donc, quand on parle d'impact négatif social sur la communauté, on voit les jeunes filles en avant parce que c'est l'une des couches les plus marginalisées de la population. Mais je pense qu'en tant que jeune fille, ce combat s'impose à nous. Il s'impose à moi, par exemple. On a toutes vécu des violences d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient dans la famille ou en dehors, à l'école, même à l'écodime, à l'école du dimanche, par exemple. On a toutes vécu ça, d'une manière ou d'une autre. Et on ne l'a pas vécu comme les hommes l'ont vécu. Parce qu'eux aussi, ils ont peut-être subi des violences à un moment donné de leur vie, mais ce n'est pas aussi évident que nous. On a énormément de barrières qui nous sont imposées. On a énormément de lignes rouges à ne pas franchir
même quand on veut aller au-delà. Et en fait, je pense que c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir en parler. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, et c'est ce que je fais toujours, c'est me connecter aux problèmes de ma communauté, ce que les jeunes filles vivent, apprendre du combat et des parcours de Esther ou encore de Merveille, par exemple, et aussi de pouvoir proposer des choses concrètes en fonction de tout ce que nous, on voit sur le terrain, quand on va rencontrer les communautés. J'étais à Goma récemment. Avec UNICEF, on essaie vraiment d'être un peu partout pour essayer d'avoir tous les messages, de rencontrer le plus de personnes possible pour transmettre un message qui est fiable et partir des histoires concrètes. J'ai rencontré des gens à Kanyaruchinya, à Roussayo par exemple. J'ai vu de mes yeux ce que ces filles subissent. J'ai rencontré des filles qui sortaient des troupes armées, qui ont été prises à leur famille de force. Vous voyez ? Et en fait, c'est important pour nous de nous imprégner et de profiter des événements comme ceci pour dire voilà ce qui a été fait, regardez où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on va. Alors, où est-ce qu'on va, d'où l'on vient, où nous en sommes et où est-ce que nous allons avoir une société sans violence contre les enfants? Est-ce possible? Et comment y parvenir? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Quels sont les secteurs qui devraient être considérés comme prioritaires pour y arriver? Vous savez, comme tout changement, je pars du principe que c'est un processus. Vous savez, cette question de violence contre les enfants, moi j'ai 20 ans aujourd'hui. Peut-être que j'aurai 60 ans et que les choses n'auront pas vraiment changé, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne changeront pas. Comme tout processus, c'est une question de temps. C'est une question de qu'est-ce qu'on met en œuvre, comment on suit l'avancée de toutes les dispositions qu'on met en œuvre. Vous savez, il y a énormément de doutes quand on parle d'une enfance sans violence. Il y a cette image qu'on accorde à notre pays avec la guerre, avec tous les problèmes socio-économiques, et au final, on se dit est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on va y arriver ? Oui, on va y arriver, mais c'est une question de temps, c'est une question de... Écoutez, il faut qu'on sorte des tabous, il faut qu'on brise des limites, il faut qu'on accepte déjà la situation qui est présente telle qu'elle est, et il faut qu'on arrive à appliquer les textes qu'il y a, à mettre en place les organes qui doivent exister, et puis après, en fonction de ça, mettre en place des vrais projets sur terrain qui bénéficient à la communauté. Mais vous savez, les questions de violence, c'est une question qui concerne tous les acteurs de la communauté. Il n'y a pas des secteurs à mettre en avant. Et vous êtes beaucoup plus dans le secteur environnemental. Exactement. Comment lier la violence contre les enfants et les secteurs climatiques? Quand il y a des inondations et que les écoles partent, qui en subissent les conséquences? Les enfants. Moi, j'habite à Mboudi. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Mboudi l'année dernière. Les inondations qui sont arrivées chez moi. Vous savez combien d'hôpitaux ont été détruits? Combien d'écoles ont été fermées? Et dites-vous que dans un contexte où nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est de pousser des filles à l'école et que, en fait, elles se retrouvent dans une situation où il n'y a plus d'école. Qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, le climat a un impact sur tous les secteurs de la vie, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'économie, que ce soit les violences, par exemple. Les secteurs, par exemple, de l'agriculture, c'est un secteur très féminin en RDC. Quand on perd des hectares de terre, on perd du travail pour les femmes. On perd du travail pour les filles, par exemple, qui n'ont pas la chance, comme nous, d'aller à l'université. Vous voyez ? Et le secteur du climat doit être vu de manière très globale. Il y a un lien entre l'environnement et tous les autres secteurs de la vie. La justice sociale, l'égalité, par exemple. Les opportunités aussi. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire le lien entre cette question qui englobe un peu tous les autres secteurs du quotidien. Merci bien. Madame Merveille Lola, vous vous avez dit que vous avez travaillé dans une région où il y a un problème culturel, où il y a cette mentalité qui veut que le garçon soit plus privilégié que la fille et que le mariage précoce soit parmi les conséquences. Dans le cadre de cette conférence pour l'élimination de la violence contre les enfants, quel est votre rapport? Est-ce que vous pensez que cette lutte parviendra un jour à porter le fruit? Et comment y parvenir sûrement? Quels acteurs impliqués pour y parvenir? Effectivement, cette conférence a été une très belle opportunité, d'abord pour moi, en tant que fille, de m'exprimer autour de la question de la violence, parce que c'est en fait une lutte qui me tient particulièrement à cœur. Mais en même temps, je pense que ça a été un cadre idéal pour échanger. Comme Ketia l'a dit, il y a eu cette synergie des acteurs, les gouvernements d'une part, la société d'autre part,
les agences des Nations Unies, les ambassades, les jeunes filles dans la salle et tout le monde qui était là. Ça a été en fait une occasion pour chaque partie de s'exprimer sur comment faire en sorte de lutter contre les violences envers les enfants. Il y a eu par exemple ce panel où on parlait de la collaboration entre les différents acteurs pour mettre fin à la violence. Et moi, je me dis que ces cadres de change portera ce fruit en fait. Parce que les engagements qui ont été faits ici vont en fait être suivis après. Comme on l'a dit au début de la conférence, c'est à la fin de cette conférence, un cadre de suivi sera mis en place pour voir à quel niveau on en est avec les engagements. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'allocution du vice-premier ministre de la fonction publique, qui a parlé au nom du gouvernement des engagements que le gouvernement prend et des actions menées par le gouvernement déjà pour lutter contre les violences envers les enfants, mais aussi pour apporter de l'appui aux victimes, aux survivants de violences. Et je me dis que réellement, cette conférence va porter ses fruits progressivement. Mais comme que ça le disait, les changements, il est progressif. Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste qu'on peut arriver à un monde sans violence pour les enfants, à une RDC sans violence pour les enfants. Il faut juste l'implication de tous les acteurs et à tous les niveaux. Et comme moi j'aime bien le dire, il faudra également qu'à la base, les communautés s'approprient de la lutte contre les violences envers les enfants, envers les filles. Parce qu'en fait, si ce n'est que nous qui menons la lutte, ça va être un peu superficiel. Mais si les communautés elles-mêmes se disent, on doit s'engager, parce que ce sont nos filles, ce sont nos sœurs qui sont victimes de violences et des mariages d'enfants, je me dis que là, on aura réussi, on aura franchi un grand pas si on arrive à faire en sorte que ça soit dans la tête de chaque membre de la communauté, que chaque membre se dise, moi, je m'engage à lutter contre les violences envers les enfants. Alors, Madame Ketia Onema Esther, voilà. Plutôt, Madame Esther Nabintou? Exactement, excusez. Vous avez travaillé dans une zone à haut risque. Vous avez mis votre vie en danger pour travailler sur cette problématique, mais tant qu'il n'y aura pas le retour de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, vous ne pensez pas qu'on fera du surplace? Je ne comprends pas la question. Vous ne pensez pas qu'on fera du surplace tant que il y aura encore la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo sera toujours ce qu'elle est aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour un jour parvenir à mettre fin à la violence contre les enfants dans cette zone où il y a des pleurs, des grincements de dents? Je pense que, comme on le sait tous, la guerre dans notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a toujours été là. Moi, j'ai 20 ans et Ketia, je pense que Merveille aussi la vingtaine, ça veut dire qu'on est né dans la guerre, puisque la guerre a plus de 30 ans. On est né dans la guerre, mais on est quand même ici avec vous devant ces micros. On est né dans la violence, mais on est quand même ici. Ça veut dire que, bien sûr qu'il y a la guerre, mais on n'est pas en train de faire du surplace. On est en train d'évoluer, puisque plus les jours passent, plus un peuple se développe, plus on grandit, plus les choses changent. Mais les choses ne vont pas changer sans les femmes. Les choses ne peuvent pas changer sans les femmes, puisque c'est près de la moitié de la population qui est marginalisée et on ne peut pas espérer que les choses changent tant que près de la moitié de la population n'a pas accès aux mêmes opportunités que les hommes, n'a pas accès à tous les services primordiaux pour leur épanouissement. Donc je pense que cette lutte, qui est peut-être, comme Ketia l'a dit, un processus, n'est pas vain. Il est en train d'évoluer tous les jours et il faut que nous tous nous investissions dedans, il faut que nous tous prenions des actions. Pas forcément les organisations de la société civile. Chacun, vous en tant que journaliste, moi en tant qu'activiste, la régie. Tout ça part pas forcément d'une lutte, mais d'un mode de vie quotidien. Comment est-ce que nous, on décide de traiter les femmes qui sont autour de nous, que ce soit nos sœurs, nos petites amies, nos mères, comment on décide de les traiter? Quel discours on a quotidiennement sur les femmes? Quelles blagues on sort quotidiennement sur les femmes? Ou simplement c'est poser des questions existentielle, combien des femmes, enfin,
en tant qu'homme, combien de femmes se sentent en sécurité à côté de vous? Combien de femmes se sentent en sécurité dans une pièce seule avec vous? C'est toutes ces questions-là qui feront à ce que cette lutte contre les violences faites contre les femmes et les enfants évolue dans le temps et que dans les jours qui viennent, on arrive à un résultat qui est meilleur qu'aujourd'hui. C'est vrai, nalovaki. Eske ngai pe balovaki ngai. Kaka na injo mulango alingo nitengeneza. Papa mwacha alikia kutulomba komandi tumtengenezee mulango. Na huku ndio papa alitufundisha papa Kamwila. Yo huyu papa. Mimi ndio mwalimu wake jambo wenu. Mimi ndio nilianza kumfundisha. Huyu mtoto ndio mtoto TB kama unaona hivi binti ndio anaanza kufundisha. Na ndio yangu Rafa. Rafa bana. Okay, mimi ndio rafiki yake akaka Suder. Ananikuta hapa nina kata mabima nina mele mulango, ndio mulango hivi msofanya. Na ndio rafiki yangu tunatumika naye, ananisaidia kutumika. Mimi nafurahi kufanya hii kazi. Mimi naiona tu na mimi itanisaidia, ndio maana mimi napenda kuifanya hiyo. Abingananga, abimisangana ndakosa panse na bana na ye. Kazi ya batoto ina mu carrière, kazi ya batoto ni kumasomo. Makuta itabafanyisha kitu mwe paka akwe mbele na akili ndio tamsaidia apate makuta. Que nous amorçons l'atterrissage avec nos dernières invités. Je suis entouré de grandes dames. Je vais demander à celle qui est à ma gauche de se présenter. Madame Bijou Pérois, c'est comme ça que vous vous appelez? Bah écoute, je n'ai pas massacré le nom, je pense. Ah si, vous avez quand même, c'est Docteur Bijou Pécois. Je m'en excuse. Bijou Pécois. Pécois, voilà. Vous êtes Je suis directrice de cabinet adjointe de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Merci bien. Et à ma droite, Madame Marie-Laure Lepacanda. Marie-Laure, vous êtes Je suis présidente de la structure FeminTech pour l'éducation digitale de la jeune fille et de la femme en RDC. Alors, Madame Marie-Laure, vous prenez part à cette conférence consacrée à l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo. La grande question qui se pose est, est-ce qu'il est possible d'avoir une société en RDC sans la violence contre les enfants? Si ce n'était pas possible, nous ne serions pas là. Donc je pense qu'effectivement, cette société est possible, mais pour cela, il faut mettre en place des choses, il faut mettre en place des collaborations, des initiatives, de faire de la coordination entre tous les partenaires, tant gouvernementaux que la société civile, que les organismes internationaux, et coordonner tout ça pour arriver à un but. On n'aura pas zéro violence contre les enfants dans 5 ans, mais pourquoi pas dans les années à suivre, d'avoir un plan durable. Et quels sont les secteurs qu'il faut prioriser pour parvenir sûrement à gagner ce combat? C'est un combat qui a plusieurs... Et les acteurs à impliquer également. Alors, pour commencer par les acteurs que j'ai cités, donc les acteurs gouvernementaux, mais également les acteurs de la société civile et les organismes internationaux qui sont là aussi avec des politiques dans ce sens-là. Alors, on ne peut pas parler d'acteurs sans parler du noyau et de la cellule même de la population, qu'ils sont les familles. Et donc, sans la contribution des familles et de chaque individu, de chaque Congolais, il serait compliqué d'y arriver. Donc c'est vraiment tous les acteurs, de haut vers le bas ou de bas vers le haut. Maintenant, en termes d'initiatives, c'est ça à mettre en place. Je pense que le problème est multifactoriel et donc les initiatives sont des initiatives qui sont multifactorielles également et pluridimensionnelles. Donc nous avons évidemment en premier lieu, pour moi, l'éducation. Quand on parle d'éducation, on inclut également l'information. Nous devons informer les enfants
surtout les jeunes filles qui représentent 40% de violences dans ces chiffres-là. Et donc, du coup, les informer de qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qu'elle peut faire, quelles sont les alternatives qui sont les leurs, et ensuite éduquer. Donc pour moi, c'est les deux secteurs phares. Bon, on ne va pas s'arrêter là. Madame Ladir Kaba est là pour la santé. On doit inclure la santé parce que ces violences ont des conséquences sur la santé tant physique que mentale ou émotionnelle. Donc c'est vraiment, ça concerne toutes les couches de la société et quasiment toutes les dimensions, l'enfant. Alors, Madame Bijou-Péquois, je reviens à vous. Vous êtes dans le secteur de la santé, mais c'est une problématique qui concerne pratiquement tous les secteurs, mais aussi tous les acteurs de la vie nationale. Une enfance sans violence, est-ce possible en République démocratique du Congo? Est-ce que cette conférence aura servi au moins à quelque chose? Merci beaucoup pour la parole. La question, elle est très pertinente. Je ne dirais pas que les buts de la conférence étaient totalement éradiquer la violence, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la violence faite aux enfants, ce n'est pas une question de la RDC ou de l'Afrique. La violence faite aux enfants, c'est une question du monde entier. Vous allez dans des pays très développés, vous verrez que la violence faite aux enfants, elle est là. Il y a la pédophilie, il y a les violences physiques. Je disais à mes collègues tout à l'heure, par exemple, vous allez dans un pays comme la Grande-Bretagne, la deuxième cause de mortalité chez les femmes, ce sont les violences domestiques. Donc, en fait, cette question, aujourd'hui, nous en parlons. Je pense qu'il faut d'abord saluer la masculinité positive de notre président de la République. Il a pris beaucoup d'initiatives, ça fait depuis qu'il est là. Et vous savez, la création de Faux d'un rêve, vous voyez aujourd'hui, vous avez tous ces secteurs gouvernementaux sous, bien sûr, le chapeau, le leadership de la première ministre. Vous avez la santé, vous avez l'éducation, vous avez les gens, vous avez les droits humains, vous avez la justice et tous les autres secteurs de gouvernement qui sont impliqués. C'est en fait pour voir ces problèmes. Pourquoi est-ce que autant de jeunes filles, autant des enfants-filles sont victimes de violences sexuelles? Pourquoi est-ce que nos enfants, même les petits garçons, sont victimes de toutes sortes de violences? Qu'est-ce que nous devons faire? Et moi, je pense que nous n'allons pas éradiquer, parce que ce n'est pas une question du Congo ou du monde. Je pense qu'avec cette approche que nous sommes en train de prendre, qui est intégrée, qui est multisectorielle, comme la dame vient de dire tout à l'heure, cette approche qui est intégrée va nous permettre à réduire l'incidence de violence chez les enfants et en particulier les filles dans notre pays. Merci beaucoup. Alors, ça sera votre dernier mot, Madame Marie-Laure Lepas-Ganda. Avec les invités qui vous ont précédé sur ce plateau, nous avons évoqué les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation est précaire aujourd'hui. Les enfants et les femmes sont les premières victimes. Est-ce qu'il y a l'espoir qu'un jour, cette partie du pays retrouvera la paix et qu'on réduira aussi les violences contre les premières victimes? Bien sûr. Qui fait la guerre? Ce sont des êtres humains. La guerre est faite par des individus, les uns avec les autres, qui se liguent pour faire cette guerre. Donc c'est une volonté humaine de faire la guerre ou de l'arrêter. Alors nous avons vu et nous voyons les actions internationales qui sont faites par nos autorités, par la société civile, par les Congolais et les autres, des autres personnes, les autres humains, quelle que soit leur nationalité, leur provenance partout dans le monde, pour dénoncer ce qui se passe à l'est de la RDC, qui est une agression qui dure depuis maintenant un peu plus de 3 décennies. Et donc effectivement, la guerre est une décision humaine. Dans cette guerre, nous n'allons pas revenir dans les acteurs. Nous avons des acteurs tant africains que des acteurs internationaux qui participent, et même des Congolais qui participent à pérenniser cette guerre. Et en fait, les
les actions qui sont faites aujourd'hui par nos autorités, moi j'y crois. Et je pense qu'effectivement, l'espoir est permis et la paix arrivera peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, et en tout cas, je l'espère. Maintenant, pour les populations qui ont été marquées dans leur chair et dans leur esprit, les réparations ne se feront pas en quelques années, mais en plusieurs années, mais il faut qu'on s'y attelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il faut mettre en place des initiatives concrètes pour changer leur vie au quotidien, pour impacter au quotidien, comme les formations que nous prévoyons de déployer avec FeminTech, qui sont des formations digitales à destination des jeunes filles, pour qu'elles puissent, dans leur résilience, accéder à l'outil technologique, à ce qu'aujourd'hui le digital apporte au monde, qu'elles ne soient pas des laissés pour compte en matière d'éducation ou d'accès, mais qu'elles puissent également réaliser leurs rêves en étant désenclavées et en connexion avec le reste du monde. Merci beaucoup. Voilà, nous touchons à la fin de cette émission. Je vais peut-être prendre pour 30 secondes. Encore une fois, Madame Bijou Péquois, je rappelle que vous êtes DIRCABA, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Santé. Moi, je veux dire que le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses dans le cadre pour aider les enfants, arrêter cette violence contre les enfants, il faut le dire. Parce que souvent, on ne le ressort pas. Dans le cas de la santé, par exemple, vous connaissez le programme de la gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né. Beaucoup de ces filles qui sont violentées tombent enceintes. D'ailleurs, la majorité des grossesses infantiles, c'est parce qu'elles ont été violées. Donc, il faut prendre en charge cet enfant qui est mère et son bébé. Et aujourd'hui aussi, le ministère de la Santé est en train vraiment d'investir dans le travail de relais communautaire. Si on s'investit dans la communauté avec un paquet intégré des services, donc on intègre les services de santé, l'éducation, pour aller vers la prévention, nous verrons aussi le chiffre de toutes ces violences réduire parce qu'en fait, comme la dame l'a dit tout à l'heure, c'est une question de société, de communauté. Il faut qu'on se prenne en charge. Donc, et pour la guerre, moi je dirais que je suis totalement confiante que cette guerre va s'arrêter. Parce qu'il fut un moment où il n'y avait pas de guerre, n'est-ce pas ? Et quelle est la raison pour laquelle qu'elle ne s'arrête pas ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, aimables auditeurs et téléspectateurs de Top Congo FM. Merci bien de votre fidélité. Nous arrivons à la fin de cette émission spéciale. Je vous rappelle que nous la présentions depuis ce plateau spécial à l'hôtel Hilton, en plein cœur de Kinshasa, où se tient, c'est jeudi 24 octobre, une grande conférence nationale consacrée à l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo. Une conférence, je le rappelle bien, organisée par l'UNICEF, en partenariat bien sûr avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, avec différents invités qui ont défilé sur ces plateaux. Nous avons abordé différents secteurs, différents aspects, mais aussi proposé des pistes de solutions pour un jour arriver à parler d'une société congolaise sans la violence contre les enfants. Un message d'espoir, c'est que tout est possible à celui qui croit, mais il ne suffit tout simplement pas de croire, il faut de la détermination, il faut des moyens et il faut d'abord cette volonté politique pour arriver un jour à atteindre cet objectif. Tout est possible, on ne cessera pas d'espérer, alors c'est aussi un message d'espoir pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo, victime de la guerre barbare imposée par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Alors, je veux dire merci à Madame Bijou Péquois, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Santé. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci Madame Marie-Laure Lepas-Kanda, présidente de FeminTech. Exactement, je pense que je vous ai bien présenté. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Je pense que nous nous retrouverons à d'autres occasions pour parler de la même problématique. Je sais qu'il y a beaucoup de matière quand il faut aborder ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Quand on parle de la violence, elle est de plusieurs natures. Malheureusement, le temps nous imparti ne nous permet pas
de poursuivre cette émission. Merci. Alors, je vais dire également merci à l'équipe technique. Merci à Miguel Mena qui a supervisé, bien sûr, cette émission. Merci à Pascal Kalambay, merci à Didi Bissika, Dani Zayobi, mais aussi à Jacques Nzinga qui nous ont aidés du côté technique. Merci, chers auditeurs. Restez branchés sur nos antennes. Mkartia izetika huku Mkongo munaona njo kule mimi natumikia kwa tele twene tukaone c'est vrai na lovaki eske ngai pe balovaki ngai kaka na injo mulango ngoni nitengeneza ku papa mwacha alikia kutulomba komandi tumtengenezie mulango na huku njo papa alituponisha papa kamwila yo mimi ndio mwalimu wake. Jambo wenu, mimi ndio ninaanza kumfundisha huyu mtoto, mtoto CD. Kama unaona hivi binti ndio anaanza kufundisha na ndio rafiki yangu Rafa bana. Okay, mimi ndio rafiki yake akaka Suder. Anaikuta hapa nina kata mabuma nina mele mulango, ndio mulango hivi sofanya. Na ndio rafiki yangu tunatumika naye ananisaidia kutumika. Mimi nafurahi kufanya hii kazi. Mimi naiona tu na mimi itanisaidia ndio maana mimi napenda kuifanya hii. Abingananga abimisangana ndakosa panse na bana naye alianga na nie bazazi kazi ya batoto ina mu carrière kazi ya batoto ni kumasomo makuta itabafanyisha kitu mwe paka akwe mbele na akili nje tamsaidia apate makuta balabo est-ce qui vraiment libala yen siku nilifetaka anniversaire ya 15 ans donc nilifetaka na ba voisin ba rafiki ba famille papa mama na rafiki donc tukicheza sana muziki. Cette fois-ci anniversaire ya 17 ans itakuwa ya bien. Nakumbuka ngisi tulikuwa kule mpori mtu akukua fetaka na mtu akukua kumkata ka anniversaire yake siku gani. Robe ya bien. Unajua niko tafuta tena anniversaire. Mtu anazivalia kwa kiatu yake. Hapa. Auzivalia hata ka ceinture. Nilifanya recherche za mingi juu nipate robe ndavalaka ku TikTok ambapo nilipata hii. Ni robe sasa itakuwa ya orange. Ni ngapi? $10. Kula de. Yanipunguzia na nesi hata kuinvite. Hapana iko maana na mimi pale ni kado yangu ya anniversaire. Kado. Unatapitisha ndani kado. Mais ya 17 itakuwa ya bien. Ta invité ba rafiki, ba para, maro na kutakuwa gâteau Julie akianza kukuata gâteau. Ta invité ba rafiki, nda invité aussi Madame Rebecca a fêté kwa anniversaire yangu. Takuwa na kukunya aussi. Akichwa ni mavaji. Na ndatafuta aussi matanichanua. Juu mimi peke siwezi weza chanua.